Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Anna-Maria Crimi et je suis professeure de FLE. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveaux descripteurs du cadre commun européen de langue dans le volume complémentaire de 2018 ainsi que des compétences clés. Je vais vous montrer également des exemples pratiques d'activités que l'on trouve dans le manuel l'EOTO niveau 1, 2 et 3. Les niveaux pré A1 est en préparation. À la fin de ce webinaire, je serai heureuse de répondre à vos questions par mail et pour ce faire, je vous donnerai mon adresse. Mais voici les thèmes que nous aborderons aujourd'hui. On parlera de l'histoire du cadre, des nouveautés du volume complémentaire de 2018, de la définition que l'on trouve dans le cadre quant aux élèves et l'approche actionnelle, de la langue des signes et du pré A1, et puis du cadre de compétences clés. Je vous montrerai des exemples d'activités pratiques quant à l'EMIL, à la réception, à l'interaction, à la production, à la médiation, ainsi que de la grammaire et à la phonétique. Mais commençons par cette image d'un cadre. En utilisant une métaphore, on pourrait dire que le cadre européen est un cadre dans lequel chaque enseignant peut peindre, insérer et représenter sa classe. Le cadre européen commun de référence Apprendre, enseigner, évaluer a été publié en 2001 à la suite d'un vaste processus d'élaboration et de consultation mené par des experts du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il est disponible en 40 langues et le cadre, il est devenu un outil les plus connus et les plus utilisés par le Conseil de l'Europe. Le développement des compétences linguistiques est en effet essentiel pour le Conseil d'Europe, ainsi que ses objectifs d'inclusion sociale, de compréhension mutuelle et de développement professionnel. Le Conseil de l'Europe contribue ainsi avec le cadre à mettre en œuvre ces principes pour un enseignement de langue, y compris la promotion d'un apprentissage basé sur la réflexion et l'autonomie des élèves. Après 2001, le Conseil de l'Europe a demandé aux chercheurs d'intégrer dans le cadre des nouveaux descripteurs. Et après des années de travail, un volume complémentaire a été publié en février 2018 qui suit les recommandations du Conseil de l'Europe pour garantir qu'une éducation de qualité soit un droit pour tous les citoyens. Et voici le lien où vous pourrez télécharger cette nouvelle version. En fait, comme je l'ai dit, l'objectif principal de ce nouveau volume est de mettre à jour celui de 2001. Et voici les changements les plus importants que sont résumés dans cette diapositive. Donc, dans ce nouveau cadre, dans le volume complémentaire, on parle du niveau pré-A1, des niveaux plus, de l'interaction en ligne, de l'utilisation des télécommunications qui sont omniprésents dans notre vie, de la réaction à la lecture créative ou à la littérature. On parle de la médiation, dont les descripteurs avaient été esquissés dans la version 2001. On parle de l'utilisation de la compétence pluriculturelle dans les situations de communication et donc cette compétence est renforcée dans ce volume complémentaire. Et quant à la phonétique, l'accent est mis sur l'intelligibilité. Le cadre, ne reflétant plus l'utilisation moderne de la langue, le Conseil de l'Europe a demandé aux chercheurs d'introduire de nouveaux descripteurs faisant référence aux activités de communication qui sous-tendent la communication moderne, telles que l'interaction en ligne, l'écriture et la lecture créative et l'utilisation des télécommunications. Ces nouveaux ajouts décrivent mieux la langue telle qu'elle est utilisée aujourd'hui. Donc, le langage basé sur l'interaction et la co-construction des significations. Ces
nouveau cadre ne parle plus d'une approche basée sur les compétences linguistiques. Vous vous souvenez, on parlait de 4 compétences linguistiques. La production écrite, la production orale, la réception écrite et la réception orale, plus l'interaction. Aujourd'hui, on parle de modes de communication. La production, la réception, l'interaction et la médiation. Le cadre parle aussi des élèves en tant qu'utilisateurs et acteurs sociaux, c'est-à-dire les élèves sont vus comme des membres d'une société qui ont des tâches non seulement de type linguistique à accomplir, à réaliser dans des circonstances données, dans un environnement spécifique, au sein d'un champ d'action spécifique, et les élèves agissent dans la société et jouent un rôle dans leur processus d'apprentissage. Dans ce nouveau cadre, il est question également de l'approche actionnelle. Selon Christian Purin, l'approche communicative ne concerne que la communication et ne se préoccupe pas de l'utilisation et de l'effet social de la communication. Autrement dit, l'attention se concentre uniquement sur le transfert d'informations, tandis que dans une perspective orientée vers l'action, il faut tenir compte des effets des activités ou des actions sur l'information. Il ne s'agit pas seulement de transfert d'informations, mais de produire à partir d'informations partagées des actions communes à visée collective. Par conséquent, on agit plus sur l'interlocuteur, mais avec l'interlocuteur. Nous tous, quand nous communiquons, en communiquant dans une langue étrangère, nous devons non seulement l'utiliser, mais aussi prendre en compte l'aspect culturel, social et linguistique. Et c'est pourquoi, en classe, nous proposons des textes qui illustrent aussi des aspects liés à la culture étrangère. En fait, comme le dit Christian Purin, on ne peut pas faire la langue en négligeant la culture. Les choix linguistiques des professeurs des langues seront basés en classe sur l'analyse des besoins linguistiques actuels et futurs des élèves. Et on parle encore une fois de tâches réelles que chaque élève peut effectuer dans la vie. L'application de l'approche actionnelle induit comme objectif principal d'une activité que le produit. Et le produit peut être linguistique, dans le cas par exemple de la rédaction d'un mail à un ami imaginaire, mais social, lorsque le professeur de FLE demande aux élèves d'écrire un post par exemple sur un blog ou sur la page Facebook de la classe, après avoir vu un film ou lu un livre. Il s'agit là d'une action réelle faite par les élèves dans un contexte scolaire, mais avec un objectif collectif. En outre, dans le cadre, on parle encore une fois de la communication et on dit que les élèves peuvent faire. En effet, on utilise l'expression « je peux faire » plutôt que « j'ai acquis ». Et cela pour souligner que le cadre n'est pas un outil d'évaluation, mais on souligne l'aspect fonctionnel de la communication. Et voici un exemple des tâches d'apprentissage, c'est-à-dire un dispositif d'enseignement pour soutenir l'apprentissage de l'élève. Un apprentissage qui est à la fois individuel et social. Ces activités permettent d'acquérir des savoir-faire, mais aussi des savoir-être et des savoir-apprendre. Tous ces savoirs mis ensemble construisent un acteur social autonome et solidaire avec les autres. Dans cet exemple, on prépare les élèves à la communication réelle et on écoute, on parle, on lit et on écrit. L'apprentissage en classe sera plus efficace s'il est fait en conscience. Et pour cela, l'enseignant doit rendre l'élève actif et acteur de son apprentissage. L'élève, devant une situation problème,
a recours à des stratégies qui lui sont propres, mais aussi à celles que le professeur lui propose. Comme par exemple le cas d'une carte mentale qui devient un outil pour organiser les savoirs. Dans ce cas, on permet à l'élève de travailler le lexique de la famille. L'une des nouveautés du cadre dans le volume complémentaire 2018 est la langue des signes. Et l'introduction de la langue des signes, pour son introduction, il a été nécessaire de formuler des objectifs d'apprentissage, des programmes et des niveaux d'éducation communs. Au niveau A1, l'élève peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets, peut se présenter ou présenter quelqu'un, y compris en utilisant l'alphabet manuel, et poser à une personne des questions la concernant, par exemple sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, et peut répondre à même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur signe lentement et distinctement et se montre coopératif. Quant au niveau pré A1, il constitue une étape, un point de départ du niveau A1, un niveau de compétence où l'élève n'a pas encore acquis les capacités de s'exprimer de manière autonome, mais il s'appuie sur un répertoire de mots, d'expressions et de gestes qu'il possède et utilise de manière simple. On voit tous les jours que même si on ne parle pas une langue étrangère, on arrive toujours à communiquer. Et il faut garder à l'esprit que connaître une langue signifie communiquer et qu'on peut communiquer aussi à travers les gestes, grâce à un bagage réduit de fonctions lexicales, grammaticales et communicatives. Dans ce cas, les élèves chantent et ils appuient les mots, la langue, aux gestes. Mais voici le cadre européen de compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie. Lui aussi, il a été renouvelé en 2018 et on y retrouve des concepts du cadre des langues. Donc, on parle de compétences en lecture et écriture, des compétences multilingues, de la compétence mathématique et la compétence en technologie et en ingénierie, compétences numériques, compétences personnelles, sociales et la capacité d'apprendre à apprendre, compétences citoyennes, compétences relatives à la sensibilité à l'expression culturelle. Mais parlons de EMIL, cet acronyme enseignement d'une matière intégrée à une langue étrangère commence à s'imposer au cours des années 90. Il véhicule une approche méthodologique innovante qui va bien au-delà de l'enseignement des langues. EMIL désigne une situation d'apprentissage bilingue dans laquelle une langue autre que la langue maternelle sert de vecteur à l'enseignement-apprentissage d'une discipline. La langue n'est donc plus un objet d'apprentissage, mais devient un outil permettant l'accès à des savoir-faire disciplinaires. Donc cet enseignement associe sur un plan d'égalité la poursuite, d'un côté la poursuite d'objectifs linguistiques, donc la communication, et d'objectifs disciplinaires, les contenus. Il s'agit donc d'une forme d'éducation interculturelle. Et la pédagogie de projet est sans doute une des méthodologies les plus adaptées à l'enseignement EMIL. Elle permet en effet de travailler les savoirs, les savoir-faire des différentes disciplines et surtout que ces savoirs et ces savoir-faire ne soient pas compartimentés, mais reliés entre eux par les tâches à effectuer autour d'une production à dimension sociale et interculturelle. La pédagogie de projet, donc du projet, est une pratique pédagogique active elle permet de générer des apprentissages à travers la réalisation d'une production concrète.
Mais voici les différentes étapes. Donc, le professeur doit fournir l'exemple d'un produit. Il faut créer des groupes et s'il s'agit d'un projet de groupe, les élèves doivent coopérer pour construire du sens et donc planifier les étapes, décider des objectifs, décider un processus, travailler sur un projet et résoudre un problème. Le professeur devient donc un médiateur de contenu et les élèves, eux aussi, sont des médiateurs, car ils travaillent ensemble, donc ils doivent gérer les interactions, faciliter la coopération et aussi la communication. Ces différentes actions font partie de la médiation, que l'on retrouve qui est un mode de communication. Mais voici des descripteurs qui montrent comment on peut communiquer en travaillant d'autres disciplines. Car dans un projet EMIL, il y a aussi, comme je vous ai dit, un objectif linguistique. Donc, peut saisir le point essentiel de présentation d'explications brèves, simples et claires, fournies par les enseignants et les pairs si la diction est claire, le débit est lent, à condition de pouvoir répéter. Et peut interpréter un texte simple, une illustration ou un événement et peut faire un plan pour résoudre le problème. Dans ce cas, c'est la réalisation d'une tirelire recyclée. Dans cette diapositive, on montre deux documents déclencheurs pour un projet pédagogique qui permettra la création d'une tirelire recyclée. Donc, la lecture de textes déclencheurs fournit des outils linguistiques aux élèves, suscite la motivation et leur esprit critique. La lecture peut être proposée comme une activité individuelle, de groupe ou en binôme. Et après une phase de réflexion commune, suit le travail de construction de la tirelire recyclée. Le texte étu un éco-citoyen permet de faire réfléchir les élèves sur les gestes et les faire réfléchir ainsi sur le comportement pour la sauvegarde de l'environnement. Comme nous l'avons dit, ces deux pages deviennent des outils culturels, sociaux, mais aussi linguistiques pour élargir le lexique et surtout pour motiver les élèves. Les textes proposés, bien que didactisés, sont très proches de ce qu'on trouve dans la vie réelle, donc une affiche et un test. Et c'est au professeur, grâce à ces deux documents, de motiver les élèves et de leur faire découvrir l'objectif de ce projet qu'il doit mener avec le professeur d'éducation civique. Mais passons à la réception. La réception implique le fait de recevoir et de traiter des informations. Dans la réception écrite, donc dans la lecture, l'utilisateur reçoit et traite des textes écrits qu'il doit lire. Et dans cette activité, on demande aux élèves de lire pour s'orienter. Je peux trouver des renseignements nécessaires dans des textes courts, par exemple dans un magazine, sur un fiche, dans un menu. C'est comme dans ce cas, les élèves doivent parcourir rapidement le texte pour chercher quelque chose de particulier. Et dans ce cas, c'est des renseignements utiles. Comme dans le cas de cette activité, la lecture sert pour transmettre des informations. Je peux lire et comprendre un texte simple à l'aide d'images. On est vraiment proche de la tâche réelle. Il s'agit de la transmission de contenu culturel utile aux élèves, futurs citoyens du monde. Rappelez-vous que dans la communication, il faut prendre en compte l'aspect linguistique, mais également culturel et social. Parlons maintenant de l'interaction. L'interaction qui s'est produite entre deux partenaires ou plus qui construisent un discours. Selon les chercheurs, l'interaction orale est le point de départ de la communication avec des fonctions interpersonnelles, collaboratives et sociales. Et on va prendre en considération la fonction peut donner suivre des instructions. Pour faire travailler ces élèves, donc nos élèves,
selon cette fonction, on utilise un plan un jeu de rôle et un plan. Ce plan est tiré du manuel. Et pourquoi ne pas utiliser le plan, un plan qu'on trouve dans la vie de tous les jours, dans un office de tourisme par exemple? Parce que vu l'âge de nos élèves, on pourrait leur poser des problèmes. Là, dans ce cas, il s'agit d'un plan, d'un document qui a été didactisé, qui est motivant pour les élèves, mais qui ne leur pose pas des problèmes. Donc, on demande aux élèves d'utiliser ce plan pour un jeu de rôle, pour demander des informations et pour répondre. Mais le jeu de rôle est une activité réaliste qui implique au moins 2 élèves ou plus, et en classe, le professeur doit créer des situations réelles dans lesquelles A et B interagissent sur un sujet commun. On proposera aux élèves dans ce cas de travailler en binôme et de jouer avec ce réveil pour travailler la fonction demander et dire l'heure. Et comme vous pouvez le voir, on utilise un support qui aide les élèves, qui soutient leur apprentissage, et ainsi on élimine les barrières qui pourraient empêcher la communication. Mais on doit faire jouer en classe nos élèves, car le jeu dans l'apprentissage scolaire est très important. Le jeu procure à l'enfant le plaisir et des émotions positives. Le jeu éducatif fait diminuer la notion d'effort et cache la partie éducative de l'activité. Lorsqu'un enfant joue, n'est pas stressé et l'estime de soi est augmentée. Il n'est pas soumis en fait au stress de la notation. Le jeu permet aussi l'interactivité entre les élèves, le respect des autres. Et surtout, pour les élèves qui sont en difficulté, perdre pendant une activité ludique n'implique pas un échec scolaire. Et se voir corrigé par un père est mieux accepté que se faire corriger par l'enseignant. Quand un enfant joue, il agit. Donc, il y a l'action dans le jeu. Et l'action est le maître mot de l'approche actionnelle. Je vous propose de lire ensemble cette citation de Célestin Freinet, qui a été tirée de son œuvre L'éducation du travail. Il y a un jeu, pour ainsi dire, fonctionnel, qui s'exerce dans le sens des besoins individuels et sociaux de l'enfant et de l'homme. Un jeu qui, indirectement peut-être, reste comme une préparation essentielle à la vie. Jouer fait partie de la vie de l'enfant, comme dormir, boire, s'exprimer, aimer. Selon moi, les enfants sont poussés à leurs travaux-jeux par les mêmes besoins et les mêmes tendances qui justifient le travail adulte. Ici, le jeu de loi est fonctionnel à la révision du lexique qui a été acquis pendant l'année. Il s'agit aussi d'un exemple de tâche pour développer l'interaction et la médiation. En fait, la médiation suppose la transmission des informations et dans notre cas, des connaissances culturelles aussi. En fait, le jeu devient un médiateur pédagogique. Dans le cas de la production orale, au niveau 1, les élèves peuvent dire les mots pour les saisons et pour la météo à différentes saisons. Donc, après avoir travaillé le lexique des saisons, sons et images, pour rendre plus accessible le transfert des idées, des concepts, on leur demande de dire quel est ton mois préféré, quelle est ta saison préférée, tu es né en quelle saison? Donc, on travaille le descripteur du cadre. Au même niveau, les chercheurs ont écrit « Je peux remplir les mots manquants dans un court texte ». Il s'agit d'une activité classique. On demande de lire un texte, de le compléter et de trouver un lien avec les connaissances déjà acquises. Par cette activité de rédaction se trouve la rédaction se trouve réduite
vraiment au minimum, mais les contraintes dues au choix du lexique de mots en font presque un jeu lexical qui permet aux élèves de s'entraîner à produire un texte adapté à la situation et de progresser dans leur autonomie d'apprentissage. Par cette activité, il est demandé aux élèves de raconter leurs vacances à l'aide des photos. Mais pourquoi utiliser des photos? Tout d'abord, l'image est omniprésente dans notre société. Elle existe partout autour de nous. De plus, elle occupe une place privilégiée dans le monde des enfants et jouit d'un statut particulier car elle est capable de faciliter l'apprentissage, et nous l'avons vu, d'une part, et elle fascine, elle donne du plaisir aux élèves. Donc, son choix ne doit pas être gratuit, mais il doit remplir une fonction pédagogique. Il faut que l'image soit en relation directe avec l'activité, avec les sujets traités, si on veut vraiment que les élèves réussissent dans leurs tâches. Dans notre cas, les photos peuvent constituer un point de départ pour l'activité. Les apprenants, avec l'aide du professeur, peuvent créer une carte mentale, comme nous l'avons déjà vu, avec le vocabulaire concernant les vacances et la mer, la montagne et la ville. Après cette première activité, qui crée un climat de confiance, les élèves peuvent continuer dans leurs tâches. Mais parlons maintenant de la médiation. Déjà dans le cadre de 2001, on parlait de médiation. La médiation supposait une connaissance élevée de la langue étrangère. La médiation était la traduction, était l'interprétation, le retour d'un contenu de la langue A vers la langue B, et cela à partir du niveau B1 du cadre. Dans le volume complémentaire du cadre de 2018, la notion de médiation est élargie. Dans la médiation, l'utilisateur, l'apprenant, donc agit comme un acteur social en créant des ponts et des outils pour construire du sens dans la même langue ou d'une langue à l'autre, mais surtout même à un faible niveau de connaissances. En effet, on voit dans la vie de tous les jours qu'on peut communiquer et il y a de la médiation grâce à des supports et qu'on peut transmettre des informations de la langue A vers la langue B grâce par exemple à des photos, à des panneaux ou à des posters. La médiation est toujours présente dans un texte, concept et aussi dans la communication. Et nous verrons comment. Aujourd'hui, le rôle du langage est souligné dans un processus tel que la collaboration pour construire un nouveau sens, encourager les autres à construire, à comprendre un nouveau sens et à transmettre de nouvelles informations de manière appropriée, de prendre des mesures pour faciliter la communication, la transmission d'informations ou des connaissances. Et le contexte de la médiation peut être social, éducatif, linguistique ou professionnel. Et la médiation peut se faire d'une langue A vers une langue B et d'une langue A vers une langue A. Dans les activités de médiation, le locuteur, dans ce rôle de médiateur, aide une deuxième ou une troisième personne à comprendre une réalité, une idée, un concept. Il intervient pour faciliter la communication, la transmission d'informations ou des connaissances. Et ces informations doivent être pertinentes pour la personne de contact. En classe, nous sommes des médiateurs, car nous transmettons des informations, des concepts, des idées. Et ces dernières doivent être adaptées au niveau culturel et au niveau linguistique de nos élèves. Sinon, il n'y aura pas de médiation. Voici des exemples de médiation, de communication et de médiation culturelle. La médiation suppose une connaissance de la culture. Et dans ce cas, on parle de certaines coutumes français francophones liées aux formules de salutation. Quand on dit bonjour, du matin jusqu'à 18h, donc d'une manière formelle. D'une manière informelle, on peut dire salut, bonne journée, au revoir quand on se quitte,
bonjour madame, bonjour monsieur, donc quand on ne connaît pas la personne, et bonne nuit. Mais nous avons utilisé là pour une BD. Pourquoi utiliser une BD dans ce cas, pour la médiation culturelle? Parce que il s'agit d'un document déclencheur, il s'agit d'un support où le contenu linguistique est soutenu par plusieurs indices. Il y a des images, il y a le décor, il y a les expressions, tous sont résumés dans les vignettes, dans une seule page. Même les sentiments sont exprimés à travers le dessin. Tout cela aide les élèves à la compréhension. Mais comment, par exemple, travailler une BD papier avec une BD animée? Eh bien, on pourrait commencer en exploitant la BD papier, celle du livre de l'élève, par exemple. Et quand on s'aperçoit que les élèves se sont appropriés du contenu linguistique, on propose la vidéo sans le son. Les élèves devront donner leur voix aux personnages et ainsi utiliser ce qu'ils ont appris en contexte. Unité 4. À la supérette. Je vais faire une salade composée. Allez à la supérette. Oui, maman. Liste de courses. Salade, 1 kg de tomates, carottes, bouteille d'huile, boîte de thon. À la supérette. Bonjour. Qu'est-ce que vous désirez? Une salade, 1 kg de tomates et un peu de carottes. Ça fait combien? Mais passons maintenant à un autre cas de médiation. Quand on dit peut identifier, décrire brièvement avec deux formules toutes faites, simples, les thèmes et les personnages clés de récits courts et simples, un langage quotidien, très simple, comportant des situations familières. Ici, on peut demander aux élèves de faire de la médiation de la langue A vers la langue A, mais aussi de la langue A vers la langue B. Mais on va voir la vidéo. À Disneyland Paris, je peux jouer et tourner dans des tasses géantes. 2. En Provence, je peux me promener dans les champs de lavande. 3. En Grèce, à Athènes, je peux visiter le Parthénon et découvrir des vestiges antiques. Alors, comment travailler cette vidéo? Eh bien, le professeur montre la vidéo, il a écrit au tableau le lieu cité et demande aux élèves de dire ce qu'on peut faire dans chaque lieu. Pour éliminer les obstacles à la production, il peut écrire au tableau les mots qui pourraient poser des problèmes, par exemple comme vestige, mais il peut demander aussi aux élèves de mimer ce qu'on peut faire dans les différents lieux. Il faut souligner que dans ce cas, les images aident et renforcent les apprentissages qui ne sont pas seulement culturels, mais aussi linguistiques. En fait, les élèves sont amenés à utiliser en contexte la fonction « je peux faire ». Dans ce cas, on demande aux élèves, comme le suggère le cadre, de résumer un texte. Mais ce résumé peut se faire de la langue A vers la langue A, mais de la langue A aussi également à la langue B. En effet, le cadre dit que l'élève peut résumer, peut trouver les informations clés sur des courts textes informatifs portant sur des sujets familiers et connus et culturels dans ce cas. Mais parlons maintenant d'un projet. Le projet porteur d'apprentissage. Comme nous l'avons dit, l'apprentissage par projet s'appuie sur la médiation du maître pendant tout le déroulement de l'action. Faire appel à la métacognition de l'élève et favoriser des relations positives à l'intérieur de la classe sont des actions pédagogiques qui sont indispensables au niveau de développement des attitudes, des connaissances et des stratégies et
surtout des compétences. Les projets répondent aussi à une conception de l'apprentissage qui met l'élève dans une situation de responsabilité, devant sa responsabilité d'apprendre et de se mettre, de agir donc avec les autres pour construire son apprentissage, pour construire des savoirs. Il s'agit d'un défi collectif à relever et les savoirs scolaires qui sont unis aux outils, aux savoirs extrascolaires, deviennent des outils indispensables à sa réussite. Les élèves s'engagent là à la mise en scène donc d'une pièce, cette couleur pour la paix, et ils doivent devenir autonomes et indépendants dans la mise en scène, dans la réalisation du décor par exemple, et des accessoires. Mais voici un autre projet, un projet qui permet aux élèves d'utiliser le lexique de moi, des nationalités, de la description physique. Et bien sûr, ils font appel aussi, les élèves font appel à des structures, des simples structures de grammaire et de fonctions communicatives pour créer une boîte à photos de classe. L'objectif de l'apprentissage est évident pour les élèves et ils vont se souvenir de tous les acquis, de tous les savoir-faire qu'ils ont utilisés pour construire cette boîte. Donc, il ne s'agit plus de faire un cours pour lister des contenus, mais il s'agit de faire en sorte que les élèves puissent mobiliser leur savoir, les savoir-être et les savoir-apprendre pour devenir des acteurs sociaux comme le préconise le cadre. Mais à la fin du projet, il y aura aussi un moment dédié à l'auto-évaluation. Il faut faire un bilan. Il faut demander aux élèves non seulement ce qu'ils ont aimé, mais ce qu'ils savent faire à la fin de ce projet. Donc, ils doivent être à même de dire, je sais demander la nationalité, je sais demander quelle langue on parle, je connais les parties du corps, je sais décrire une personne. Quand on demande aux élèves de lire un BD, donc revenons un instant à la BD, il faut se rappeler que l'objectif, là, dans ce cas, c'est comprendre une histoire. Mais pourquoi faire? Il faut prévoir donc des activités demandant la compréhension, mais aussi la restitution. Et comment on pourrait le faire? On peut, par exemple, on peut demander aux élèves de lire la BD. Mais pour vérifier la compréhension, le professeur peut découper les vignettes, il peut effacer les expressions, les dialogues, donc, et il peut coller les différentes vignettes sur le tableau de classe en les mélangeant. Donc, les élèves doivent retrouver l'ordre logique et doivent dire à l'oral l'expression que la vignette ou la réplique que la vignette suggère. Cette activité ludique de groupe est un bon exemple de médiation. Dans ce cas, le transfert se fait à partir d'une vidéo. On montre une vidéo et on travaille les fonctions communicatives. Unité 5. Tous en ville. Salut les jeunes, par où je dois passer pour aller à la gare? Regarde le plan. Nous sommes ici et la gare est là. C'est loin. Je ne peux pas aller à la gare à pied? Non, il faut prendre l'autobus 75. Achète un ticket au kiosque à journaux. Mais quel est le rôle de la grammaire dans la communication? Eh bien, tout d'abord, la présentation d'une structure, on l'a fait, s'appuie sur les dessins. Les dessins aident la mémorisation et surtout montrent que l'objectif de la communication n'est pas la structure de la grammaire, mais que la structure de la grammaire est un moyen pour communiquer et que donc la grammaire permet de faire autre chose, donc permet de parler. Comme vous pouvez le voir,
là quand on montre à côté d'eux dans, sur les prépositions. Et terminons en parlant de la phonétique. Donc, on termine ce voyage dans le cadre à travers la phonétique. Nous en parlerons très brièvement, mais je tiens à vous faire remarquer le paramètre pris en compte par le cadre. Tout d'abord, on parle d'intelligibilité, c'est-à-dire quel effort doit déployer l'interlocuteur pour décoder un message du locuteur. C'est un point sur lequel il faudrait réfléchir. Dans nos classes, ce sont des classes où la mixité est présente de plus en plus. Et aujourd'hui, dans le cadre, on souligne les efforts faits pour se faire comprendre par un non natif. Donc, on parle de l'influence et on souligne l'influence des langues parlées, de la compétence pluriculturelle et plurilingue. On parle du passage d'une langue à l'autre et d'un dialecte à l'autre. On parle de la reconnaissance d'un stock commun de mots internationaux, que pour la médiation, pour les transferts de la communication, pour les transferts d'un contenu, il faut s'appuyer sur des gestes, sur des outils linguistiques. Et pour finir, pour terminer, on parle aussi de la maîtrise de son et de la maîtrise des traits prosétiques. Et pour terminer ces webinaires, je voudrais utiliser encore une citation de Freinet. Et on va la lire. Avez-vous remarqué combien vos enfants, en famille ou à l'école, sont sages et faciles à supporter quand ils sont occupés en totalité à une activité qui les passionne? Le problème de la discipline ne se pose plus. Il suffit d'organiser le travail enthousiasmant. Comme nous l'avons fait, j'espère, avec Léo et Théo. Je vous remercie et je suis au regret de ne pas répondre à toutes vos questions, mais comme je l'ai déjà dit au début donc de ces webinaires, je le ferai par mail. Voici donc l'adresse où vous pourrez m'écrire et merci et à bientôt avec Léo et Théo.